commencé sur le terrain à faire des expériences. En arrivant dans la région de Saint-Étienne, j'ai eu l'idée, comme ça, voyant ce qui se passait sur les problèmes climatiques déjà à l'époque, de voir si on pouvait pas, je voulais à titre personnel d'abord, sans savoir où ça allait me mener, chez un paysan, j'ai essayé de faire comme ça un canal qui suit une courbe de niveau pour voir comment l'eau s'infiltre dans le sol, par curiosité. Donc j'ai vite conclu que finalement pour transporter de l'eau, on n'avait pas forcément besoin de tuyaux et pour irriguer non plus. Donc c'était un bon compromis naturel pour donner aux écoulements que sont les ruisseaux, les rivières, etc., un outil complémentaire pour mieux gérer l'eau. Mais au départ, c'était simplement pour mieux recharger les nappes phréatiques et faire en sorte que les écoulements sur le terrain ne donnent pas lieu à des inondations et ensuite avoir de la sécheresse ou des incendies de forêt. Donc faire une répartition de l'eau à partir de la ressource qui vient du ciel, de façon à ce que sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble de l'année, ceux qui en ont trop ne cherchent pas à l'évacuer bêtement et ceux qui en ont pas assez se permettent de faire des forages dans le sol qui finalement épuisent les nappes phréatiques et ont des conséquences perverses. Donc c'est une vue globale qui donne une solution globale à un ensemble de problèmes. Donc là, il y a vraiment sur cette répartition de l'eau un moyen, un outil qui éventuellement ne peut s'appliquer à l'échelle d'une propriété qu'avec des autorisations d'une part, mais ça devrait être fait d'une manière beaucoup plus globale sur l'ensemble d'un département, sur l'ensemble d'un pays, sur l'ensemble d'un continent. C'est un petit canal qui fait 50 cm de large, 1 mètre, 1 mètre 50 si on veut faire 30 km, qui n'est pas très profond, qui permet de prélever sur le côté d'une rivière, d'un ruisseau, de l'eau et l'emmène en suivant la courbe de niveau avec une pente de 1% et surtout pas bétonnée, de façon à laisser cette eau s'infiltrer dans le sol naturellement. Donc on en perd un peu en cours de route, mais pas tellement. Cette eau, quand je dis perdre, elle n'est pas perdue. La plupart des gens disent l'eau, elle se perd en évaporation, l'eau, elle se perd en infiltration. Non, le cycle de l'eau qui fonctionne, on entend parler du cycle de l'eau, évaporation, nuages, etc. Actuellement, on a trop tendance, en voulant gérer l'eau simplement sur l'aspect financier, en disant qu'il faut économiser l'eau va être rare, etc. C'est complètement faux. L'eau, elle n'est pas rare. Il y en a 4 km d'épaisseur sur les 4/5 de la surface de la planète. Et le soleil, c'est une grosse machine à évaporer l'eau qui n'arrête pas de faire des kilomètres cubes d'évaporation pour la remettre en partie sur les continents. Donc la seule chose qu'a à faire l'humanité, c'est de bien la répartir quand elle nous arrive dessus. Mais le problème, c'est qu'il pleut pendant 2 heures, puis ensuite rien pendant 3 semaines. Que faut-il faire pour, à partir de cet élément naturel de la livraison ponctuelle, comment faire pour la faire rentrer dans le sol? Donc il faut réfléchir au fait que l'eau qui s'infiltre, elle n'est pas perdue, elle va rejoindre les nappes phréatiques, et il vaut mieux qu'elle descende à travers le sous-sol que directement sur une surface imperméable pour aller dans la rivière et repartir vers la mer. Le cycle de l'eau qui va de l'évaporation à la condensation, on fait reculer, on modifie, non pas par le CO2, mais on modifie le cycle de l'eau par des activités humaines qui sont la déforestation, l'imperméabilisation des sols, le drainage des cours d'eau. On endigue les cours d'eau pour empêcher que les cours d'eau aillent inonder les plaines dans lesquelles on a mis des tas de choses et on ne veut pas les détruire. Donc on accélère les écoulements. En accélérant les écoulements et en empêchant les inondations de se faire, on réduit le volume d'eau qui se réinfiltre dans le sol pour recharger les nappes. Et quand il n'y en a plus, on va les chercher de plus en plus profondes avec toutes sortes d'énergie. On raccourcit, les déserts avancent, c'est-à-dire que là où c'est sec, ça devient encore plus sec et ça s'élargit. Donc l'eau, pour aller s'évaporer, elle est obligée de contourner ces masses sèches. Donc on a un phénomène d'accélérateur du cycle de l'eau qui est obligé de se contenter d'un volume de l'atmosphère de plus en plus restreint et donc d'aller de plus en plus vite. Et c'est cette accélération, en même temps que le long de cette ligne d'accélération du cycle de l'eau de l'équateur au pôle nord et au pôle sud, qui amène de la chaleur et qui fait fondre les glaces. Beaucoup plus que le CO2 dont on nous parle. Le CO2, pourquoi il y en a trop? C'est pas parce qu'on en émet trop, c'est parce qu'on en recycle de moins en moins. En augmentant les déserts de la planète, on a de moins en moins de végétaux qui peuvent recycler du CO2. Et en même temps que le soleil, quand il tape sur des cailloux chauds, au lieu de transformer l'énergie en biomasse qui recyclerait le CO2, il fait chauffer des cailloux qui s'ajoutent à l'effet de serre. La réponse, c'est bien réhydrater l'ensemble de toutes les terres sèches de la planète. On aurait intérêt à comprendre que l'écorce terrestre, les déserts, sont pas aussi naturels qu'on veut le penser. Ils marchent avec des lois naturelles,
Mais il faut comprendre que l'eau qui s'évapore pour aller de l'équateur, par exemple, pour se condenser au pôle Nord et au pôle Sud, et au sommet des montagnes, hein, cette eau se transporte grâce à l'air. Et l'air, lui, qui cherche un peu à transporter les voyageurs hauts, l'air, on peut le considérer comme un train avec des wagons. Quand les wagons arrivent à la fin de la destination, au pôle Nord, au pôle Sud, il continue sa boucle. On a aussi un cycle de l'air. Et cet air sec et froid, il circule au-dessus des nuages. Mais il revient chercher de la chaleur et de l'humidité pour refaire un tour avec, cette fois-ci, le cycle de l'eau en commun. C'est le cycle de l'air qui revient du pôle Nord ou des parties froides et qui arrive au sol qui amène de la sécheresse. Les déserts ne sont pas désertiques à cause du soleil qui chauffe des cailloux. Ils sont déserts à cause du fait qu'on leur amène de la sécheresse par le cycle de l'air qui revient. Si on faisait la gestion globale de l'eau par une promenade en suivant les courbes de niveau sur l'ensemble de la planète, pour repousser les déserts et réparer les erreurs des générations civilisées, eh ben, on arrive à faire en sorte que le cycle de l'eau, le cycle de l'air atmosphérique, il restera au-dessus des nuages partout, sans être obligé de revenir par terre.